Donc les mots que j'avais donnés, c'était Zoom, Jitsi, les serveurs, le cryptage, normes de cryptage qui s'appelle AES, algorithme de cryptage qui s'appelle ECB, Citizen Lab qui est un centre de recherche, et comme nom propre le mathématicien Alan Turing. Bon, ça, vous l'aviez déjà dans le Google Doc. Donc, je vais essayer de faire un discours d'à peu près 10 à 12 minutes. Et bon, je ne suis pas moi-même spécialiste de technologie, donc je ne vais pas énormément entrer dans les détails du cryptage. Alors, c'est bon, je peux démarrer? Ok. Alors, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, comme promis, je vais parler de technologie. Je me rends compte, en fait, que pendant cette période de confinement, notre réflexe pour beaucoup d'entre nous, c'est de nous tourner vers les technologies pour essayer de remplacer tout ce qu'on ne peut pas faire en présentiel, et de nous tourner vers les technologies aussi pour trouver tout un tas de solutions à la crise du coronavirus. Et je m'aperçois que ça touche un peu tous les domaines publics et privés. Donc, ça touche le domaine public et la question des libertés et de l'état de droit, puisqu'on envisage de faire un traçage des données de nos smartphones pour localiser les personnes et pour savoir, pour en fait tracer le chemin du virus. Et on pourrait même être prévenu si le système repère que nous avons été en contact, ou en tout cas géographiquement au même endroit récemment qu'une personne qui depuis a été testée positive au coronavirus. Donc, ça, à la fois, ça ouvre de grandes possibilités au niveau de la médecine et du traitement de cette maladie, mais ça pose évidemment un risque en matière de vie privée et de données, parce qu'on ne sait pas du tout quelles données vont être transmises et à qui et de quelle manière pour effectuer cette sorte de cartographie en fait des malades. Donc ça, c'est très inquiétant. Ça touche donc le domaine public, ça touche le domaine personnel, ça touche même jusqu'à la sexualité, la technologie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des sextoys, et on se rend compte que, en fait, il existe des sextoys qui sont connectés, donc on peut être connecté avec son partenaire via Internet. Et il y a beaucoup de pirates informatiques qui ont écrit des articles en expliquant que c'était une catastrophe en matière de protection des données. C'est-à-dire que, évidemment, moi, j'en suis incapable, mais apparemment, un pirate informatique qui s'y connaît un petit peu peut tout à fait avoir accès aux logiciels qui gèrent les sextoys et donc arriver à les localiser, voire à prendre le contrôle d'un sextoy à distance sans en avoir la permission, ce qui est évidemment très préoccupant. Donc la technologie touche également le domaine professionnel, évidemment, puisque on ne peut plus se retrouver en présentiel, et donc on passe à la visioconférence pour énormément de choses. En tant qu'interprète, ça m'inquiète évidemment, parce que j'ai un petit peu peur qu'on en profite pour nous imposer la visioconférence et l'interprétation à distance en nous disant « mais regardez, ça marche, quand il faut, on y arrive ». Donc en fait, c'est tout à fait possible. Et plus précisément, donc, c'est de la visioconférence, pas spécialement pour l'interprétation, mais de manière générale de la visioconférence dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous parler de Zoom que nous utilisons en ce moment même. Zoom qui a vu une avancée spectaculaire, puisque depuis le début de la crise du Covid, rien qu'aux États-Unis, Zoom est passé de 10 millions à 200 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs. Non, pardon, ça, c'est les utilisateurs et utilisatrices dans le monde. De 10 millions, on est passé à 200 millions. Et aux États-Unis, la quantité de données qui circulent via Zoom a augmenté de 535%, donc a été plus que multiplié par 5 depuis le début de la crise du coronavirus. Or, Zoom présente un certain nombre de risques en matière de sécurité des données, et je trouve ça quand même assez inquiétant. Le premier risque, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le Zoom bombing. Le Zoom bombing, à quoi ça consiste? Eh bien, en fait, des pirates informatiques ont mis au point des logiciels qui génèrent automatiquement des numéros d'identification de réunion. Parce que dans Zoom, chaque réunion a un numéro d'identification. La réunion dans laquelle nous sommes en ce moment même a un numéro d'identification qui nous a permis de rejoindre la réunion. Et donc, en fait, des pirates informatiques génèrent au hasard des numéros d'identification en masse. Et on estime qu'environ 4% des numéros générés correspondent à des réunions réelles. Et ainsi, en travaillant de manière aléatoire, avec des outils qui génèrent des numéros en masse, des pirates informatiques arrivent à rejoindre des réunions réelles. Alors, on a entendu, par exemple, le FBI aux États-Unis a informé, en tout cas, fait un communiqué disant que c'était arrivé à plusieurs reprises, par exemple, dans les cours en ligne. Il y a eu un cours de lycée
dans lequel un intrus a réussi à s'incruster. Donc, dans la réunion Zoom avec le professeur et les élèves, il y a tout d'un coup quelqu'un qui était complètement inconnu des personnes participant à la réunion qui a débarqué pour hurler des insanités et hurler également l'adresse personnelle du professeur, de l'enseignante qui donnait ce cours. Donc, la question se pose bien sûr de savoir ce qu'on fait avec Zoom, parce qu'on se dit peut-être, bon, si c'est pour discuter entre amis, faire un apéro entre amis, est-ce que c'est très très grave que un intrus arrive? Bon, disons que ça ne nous met pas directement en danger, mais quand même, c'est notre vie privée ici qui n'est pas respectée. Et Zoom est utilisé pas seulement pour des cours en ligne, pour les écoles, pas seulement par des amis pour regarder contact, mais également de manière professionnelle, de manière massive. C'est utilisé par des entreprises, par des banques, par des gouvernements. Boris Johnson récemment a annoncé avoir fait une réunion de son cabinet ministériel via Zoom. Donc, ça veut dire que tout ça, potentiellement, il est possible d'espionner ces réunions. Alors, bien sûr, il n'y a pas forcément écrit dans le titre de la réunion Zoom, quand on a un numéro d'identification, on n'a pas forcément écrit réunion du cabinet ministériel britannique, mais bien souvent, en fait, on peut voir le nom de la personne qui gère la réunion, le nom de l'organisateur, et aller chercher, par exemple, sur LinkedIn, pour quelle entreprise travaille cette personne. Donc, il y a un vrai risque en matière de vie privée. Zoom a annoncé que pour régler cela, les mots de passe allaient être mis en place systématiquement pour toutes les réunions Zoom, mais il apparaît que pour l'instant, ça ne fonctionne que partiellement. Et par ailleurs, un organisateur a toujours la possibilité de désactiver le mot de passe. Autre problème, les réunions Zoom. Donc, ce sont des données qui sont transmises. Ces données sont protégées par une clé de cryptage. Pour chaque réunion, il y a une clé de cryptage qui est unique. Cette clé de cryptage est générée par un système de gestion qui doit être hébergé par un serveur. Et au total, dans les systèmes de gestion hébergés par les serveurs qui travaillent pour Zoom, il y a 73 serveurs au total, dont 68 qui sont aux États-Unis et 5 qui sont en Chine. Or, la loi en Chine dit que sur demande des autorités, toute entreprise doit communiquer les données dont elle dispose, même quand ce sont des données considérées comme confidentielles. Donc ça veut dire que potentiellement, si le gouvernement chinois veut obtenir l'audio et la vidéo d'une réunion qui a été effectuée sur Zoom, eh bien, le gouvernement chinois peut s'adresser aux entreprises qui gèrent ces 5 serveurs situés en Chine en disant « vous nous livrez tout ce que vous avez comme données ». Et au regard de la loi chinoise, ces entreprises seraient obligées de livrer ces données. Donc là, je ne sais pas par quel serveur nous sommes en train de passer, parce que ce n'est pas précisé quand on organise une réunion Zoom. Mais potentiellement, si le gouvernement chinois est absolument passionné par ce que nous sommes en train de raconter, il pourrait peut-être obtenir toutes ces informations. Je voulais également vous parler de la norme de cryptage utilisée par Zoom, qui est une norme qu'on appelle AES, pour Advanced Encryption Standard. Et alors, c'est une norme qui fonctionne, tout à fait, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit qu'il y a des incohérences entre ce qu'annonce Zoom officiellement et ce que constatent certains chercheurs. Bon, en l'occurrence, ce sont des chercheurs d'un groupe qui s'appelle Citizen Lab. Zoom officiellement dit que l'entreprise dit qu'elle utilise la norme AES codée sur 256 bits, ce qui est ce qu'on fait généralement en matière de cryptage à l'heure actuelle. Et les chercheurs de Citizen Lab sont allés fouiller un petit peu dans le code et ont constaté que c'était bien cette norme AES qui était utilisée, mais codée non pas sur 256 bits, mais 128 bits. Donc ça reste crypté, mais c'est un cryptage qui est moins sûr. Et depuis une dizaine d'années, la plupart des entreprises aujourd'hui utilisent un cryptage sur 256 bits parce que c'est considéré comme plus sûr. Donc là, il y a un double problème. D'une part, il y a un cryptage qui est bien présent mais qui n'est pas idéal. Et d'autre part, ce qui est inquiétant, c'est que les déclarations de Zoom sont inexactes puisque Zoom a dit une chose et les chercheurs de Citizen Lab en ont constaté une autre. Alors, je voulais également vous parler de l'algorithme de cryptage, mais je crois que je ne vais pas avoir le temps, donc s'il nous reste du temps, j'y reviendrai, mais je vais passer cette partie. Donc, par ailleurs, les chercheurs de Citizen Lab ont annoncé qu'ils avaient repéré d'autres vulnérabilités, mais ne souhaitent pas les communiquer publiquement, afin d'éviter qu'il y ait des abus. Donc moi, je me demande bien ce qu'on va découvrir
quelle va être la prochaine faille de sécurité qui va être annoncée, s'il y a des failles de sécurité qui semblent tellement sérieuses, tellement importantes pour Citizen Lab qu'ils ne veulent même pas communiquer là-dessus publiquement. Par ailleurs, Zoom a également été accusé d'avoir vendu des données de ses utilisateurs à Facebook. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de source fiable en la matière. Donc, on constate de nombreux problèmes, mais il faut quand même voir le bon côté des choses. Tout d'abord, Zoom y travaille. Apparemment, certaines failles de sécurité ont déjà été comblées. Par exemple, il y avait une faille de sécurité sur Mac. Des pirates ont réussi à utiliser Zoom pour pirater un ordinateur Mac et avoir accès à sa webcam et à son microphone, ce qui est évidemment très inquiétant. Mais ça, apparemment, ça a été réglé, ça n'est plus possible aujourd'hui. En tout cas, plus de la même manière. Il y avait une fonctionnalité qui était très critiquée. Zoom avait proposé une option pour suivre l'attention des participants, c'est-à-dire que l'organisateur pouvait voir si la fenêtre Zoom n'était plus en premier plan, si elle passait en arrière-plan et que l'utilisateur était en train de regarder une autre fenêtre sur son ordinateur. Il était possible qu'à partir d'un certain nombre de secondes, il y ait une notification d'envoyer à l'organisateur. C'était très critiqué parce qu'évidemment, ça veut dire que l'organisateur peut concrètement espionner ce que tous les utilisateurs font sur leur ordinateur, et donc cette option-là a été supprimée. Pour l'instant, Zoom ne publie pas les éventuelles requêtes qu'il aurait pu recevoir de la part des États, puisque un gouvernement peut s'adresser à une entreprise en demandant que certaines données soient mises à disposition. Pour l'instant, Zoom n'a pas dit s'il avait reçu de telles requêtes, mais il a promis de le publier à l'avenir, éventuellement, s'il reçoit des requêtes. Et Zoom a également annoncé que tous les travaux en cours sur des nouvelles fonctionnalités seraient suspendus pour se concentrer sur les failles de sécurité. Donc tout ça, c'est plutôt positif. Par ailleurs, de toute façon, actuellement, nous avons besoin de ces outils. Et la question que je me pose, c'est, OK, il y a toutes ces failles de sécurité sur Zoom, mais est-ce que les autres outils sont meilleurs? Est-ce que sur Skype ou sur Jitsi ou sur Messenger, est-ce que c'est vraiment plus sûr? Moi, je n'en sais rien. En conclusion, j'espère que nous pourrons nous revoir le plus vite possible en présentiel. Et bon courage à tous et à très bientôt.